Bonjour, c'est Camille Griselin. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui des scénarios intérieurs. Alors, ma vision des choses, c'est qu'on est les chefs d'orchestre de notre vie. On va jouer une symphonie avec plein de musiciens. Les musiciens, ce sont les personnes qui nous côtoient, que ce soit nos collègues, les membres de notre famille. Et pour moi, on leur distribue une partition qu'ils vont jouer. Si par exemple, je leur ai distribué la partition des gens égoïstes, parce que j'ai la croyance que les gens sont égoïstes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mes musiciens vont jouer la partition des gens égoïstes. En fait, ils vont répondre à ma demande, à ma croyance, et ils vont jouer la partition que je leur ai donnée. Si par contre, je pense que les gens sont altruistes, je vais leur distribuer une partition généreuse, et ils vont jouer cette musique-là, pour correspondre à ma croyance. Donc pour moi, en fonction de ce qu'on croit des autres, il ne va pas y avoir la même musique. Et c'est là où on peut changer les choses. Parce que si on change nos croyances, si on change la partition qu'on distribue aux gens, alors ils vont jouer une autre musique. Et c'est là qu'interviennent les scénarios intérieurs. Alors les scénarios ou les partitions, finalement, c'est à peu près la même chose. Une partition, on la donne à des musiciens. Un scénario, on le donne à des acteurs. Pour moi, si j'ai la croyance, par exemple, que en allant demander une augmentation à mon patron, de toute façon, il va me dire non, eh bien, d'avance, je lui ai distribué un scénario dans lequel il allait dire non. Et il y a de grandes chances qu'il me dise non. Si, par contre, j'envisage de lui donner une autre partition, un autre scénario, dans lequel il va dire oui, il y a plus de chances que ça arrive. Parce que l'autre va se comporter de la même façon qu'on croit qu'il va se comporter. Donc, si je crois que de toute façon c'est voué à l'échec, moi-même, je vais me comporter comme quelqu'un qui sait qu'il ne va pas avoir son augmentation. Je vais peut-être y aller en étant en colère, en étant la tête basse, pas souriante, parce que j'ai anticipé la réaction de l'autre négativement. Alors que si je me dis, j'ai bien bossé, j'ai le droit à cette augmentation, je vais y aller confiante, avec le sourire, et peut-être que ça va contribuer à ce que le patron veuille me donner une augmentation. Donc c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous montrer que, suivant le scénario que vous allez écrire, votre comportement va être différent. Et ça va amener l'autre en face de vous à se comporter aussi différemment. C'est exactement la même chose si vous êtes par exemple dans un magasin et que vous agressez la vendeuse parce qu'il n'y a plus le produit que vous vouliez. Comment croyez-vous qu'elle va vous répondre? Il y a de grandes chances que, se sentant agressée, elle soit pas hyper sympa dans sa réponse. Par contre, si vous lui parlez en lui disant les choses gentiment, il y a de grandes chances, à moins qu'elle ait eu quelqu'un de très méchant juste avant, il y a de grandes chances qu'elle vous parle gentiment elle aussi. Donc votre comportement agit sur le comportement des autres. Et pour cela, eh bien, il y a une gymnastique à faire au niveau des pensées. Et c'est ces fameux scénarios que je vais vous apprendre à faire pour vous entraîner à penser positivement. Parce que souvent, on a tendance à faire des scénarios et des partitions en fonction de ce qui nous est arrivé avant. Par exemple, moi, avant, j'ai eu beaucoup de galères pour pouvoir obtenir un prêt immobilier. À chaque fois, mon dossier se perdait, ça prenait des semaines, il y avait plein de complications. Ça, c'était mes scénarios d'avant. Et je me disais, puisque jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai demandé un prêt, ça s'est passé de manière négative, eh bien, ça va toujours être comme ça. J'avais ce scénario, cette croyance, que puisque ça s'était mal passé avant, eh bien, ça se passerait tout le temps mal. J'ai décidé de changer ça, de changer mon scénario. Et pour cela, j'ai vraiment écrit avec un stylo sur du papier, j'ai écrit le scénario, la manière dont je voulais que ça se réalise. J'ai testé plusieurs choses. J'ai écrit en disant le banquier m'appelle pour me prévenir que c'est bon et que j'ai obtenu le prêt facilement. Et j'ai testé les dialogues. Le banquier, 2 petits points. Bonjour Madame Griselin, votre prêt a été accordé. Moi, 2 petits points. Génial, c'est allé super vite. Le banquier, 2 petits points. Oui, c'est incroyable. Et je me suis rendu compte qu'en faisant des dialogues, eh bien, c'était encore plus puissant. Parce que je m'imaginais vraiment dire les choses et les entendre. Donc maintenant, à chaque fois que je voudrais que les choses se passent plus facilement que ce que je croyais avant,
eh bien j'écris un dialogue de la scène une fois réalisée. Une fois que le prêt est accordé, une fois que les travaux sont terminés, une fois que j'ai obtenu un contrat, je me vois la situation concrétisée et j'imagine le dialogue. Alors je peux m'imaginer en parler avec une personne que je connais, mon conjoint, la personne intéressée, et j'imagine vraiment le dialogue. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais ça se passe pas comme je l'ai écrit? Si je me rends compte que j'ai écrit un dialogue et qu'il se réalise pas, il y a plusieurs choix. Ou bien, il y a mieux qui m'attend. Moi, je m'étais vue avec une petite vision, j'avais peut-être voulu une petite chose et ma vie aspire à des plus grandes choses. Donc en fait, il y a mieux qui m'attend derrière. Ou bien, il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de moi. Il y a encore une croyance qui bloque. Parce que vous savez qu'il y a des croyances qui sont coriaces et qui peuvent bloquer justement la réalisation de nos objectifs. Une croyance, par exemple, que moi j'avais avant, c'était que les riches étaient des gens égoïstes. J'étais persuadée que si je devenais riche, je deviendrais quelqu'un d'égoïste. C'était une belle croyance que j'ai dégommée en côtoyant des gens riches et en voyant que dans les gens riches, il y a des gens super qui sont altruistes et généreux. Ils ne le sont pas tous, mais comme dans toutes les catégories de personnes finalement. Et donc, on peut être ce que l'on veut être, quelle que soit notre richesse. Donc, on peut enlever les croyances. Et pour enlever une croyance, il suffit de côtoyer peut-être le style de personne auquel on veut ressembler, ou alors simplement de se prouver que dans cette catégorie de personnes, il y a des gens qui sont comme ça et d'autres qui sont comme ça, et on arrête de faire des généralités. En fait, les croyances, c'est des généralités qu'on a faites. On croit que tous les gens riches sont comme ça, on croit que tous les hommes sont comme ça. On fait des généralités d'une catégorie de personnes. Et faire sauter une croyance, c'est enlever ces généralités, c'est de se dire que dans cette catégorie de personnes, il y a de tout. Il y a des gens très bien, d'autres peut-être qui s'y prennent moins bien, mais il faut quand même se souvenir d'un truc, c'est qu'on a tous le même objectif, c'est d'être heureux. Même si on s'y prend de manière différente, on a tous envie d'être heureux au fond de nous. Donc pour faire sauter des croyances, en fait, il faut faire sauter des généralités. Par exemple, il y a beaucoup de croyances dans le développement personnel, comme quoi il faut souffrir pour y arriver, il faut passer par des échecs pour y arriver. Moi, je me dis, oui, dans certains cas, le fait de passer par des échecs peut nous amener à y arriver. Mais dans d'autres cas, on peut aussi passer directement à la réussite en passant par la douceur. Donc le fait d'enlever ces généralités, ces étiquettes qu'on a mises en fait sur les choses et les catégories, eh bien, on devient illimité. Donc si un scénario ne fonctionne pas, ou bien vous vous êtes vu en trop petit et la vie aspire à vous offrir plus grand, ou bien vous avez une croyance. Et dans ce cas-là, vous écrivez toutes les croyances que vous pouvez avoir par rapport à ce sujet. Je vous reprends l'exemple de l'immobilier. Vous pouvez vous dire, bon, j'arrive pas à obtenir le prêt pour la maison de mes rêves. Pourquoi? Et vous pouvez écrire, les gens qui possèdent la maison de leurs rêves sont ... Et vous écrivez toutes les croyances que vous avez. Les gens qui possèdent la maison de leurs rêves sont ... Ça marche pareil avec le poids, avec l'argent, avec l'amour. Voilà, vous mettez la croyance générale et vous regardez et vous allez vous rendre compte que peut-être, par exemple, c'est juste un exemple, les gens qui possèdent la maison de leurs rêves sont casaniers. Peut-être que si j'ai une maison géniale dans laquelle je me sens hyper bien, je vais plus voyager, je vais plus aller rencontrer des gens, je vais plus vivre d'aventures. C'est une supposition. Et si votre aspiration première, c'est de voyager et de vivre l'aventure, il y a peut-être une partie de vous qui veut pas que vous vous sentiez bien dans votre maison de vos rêves et qui préfère que vous soyez pas très bien dans un petit appartement parce qu'au moins vous allez pouvoir sortir. Donc, c'est juste un exemple, mais en faisant ces généralités, vous allez trouver vos croyances. Et une fois que vous aurez trouvé vos croyances, vous allez pouvoir vous dire, non, moi j'ai envie que ce soit autrement. Donc, pour résumer, vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. Pour résumer, c'est vous qui écrivez les dialogues, les scénarios. Si jamais quelqu'un n'est pas d'accord pour jouer votre scénario ou votre partition,
eh bien tout naturellement, il va sortir de votre scénario. Tout naturellement, quelqu'un d'autre va y entrer à la place pour jouer cette partition. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à vivre ce qu'il ne veut pas vivre. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vit ça avec vous, c'est qu'il est d'accord pour le vivre. Donc c'est souvent ça en amour ou avec un patron, etc. Tant que vous acceptez, par exemple, d'être la victime et lui le bourreau, eh bien, c'est parfait. Mais si l'un des deux ne veut plus jouer ce rôle-là, ou bien l'autre va arrêter de le jouer aussi, ou bien il va sortir du scénario et quelqu'un d'autre va y entrer. Donc, vous êtes le chef d'orchestre, vous distribuez les partitions et les scénarios, c'est vous qui décidez. Et si jamais ça ne se réalise pas comme vous l'avez écrit, souvenez-vous, ou bien vous avez vu les choses en trop petit et vous aspirez à beaucoup plus grand, ou bien il y a une croyance à l'intérieur de vous qui vous bloque et ça va être le moment de faire l'enquête, d'aller voir quelle est la généralité qui est derrière tout ça. Je vous donne un autre exemple de généralité qui a beaucoup. Les personnes qui veulent mincir et qui n'y arrivent pas. Parce que quand elles écrivent « les gens minces sont », eh bien souvent stressés, sont toujours dans le contrôle, sont aigris, sont... Et en fait, il n'y a que des qualificatifs négatifs avec les gens qui sont minces. Donc, dans leur tête, c'est impossible qu'elles deviennent minces parce qu'elles ne veulent pas devenir ces gens stressés. Donc, pour pouvoir débloquer une situation, il faut supprimer les généralités. Et il faut vous dire que dans les gens minces, il y a des gens stressés, mais il y a des gens très zen, que tout est possible. Donc, à vous de démasquer vos croyances et d'écrire vos scénarios. Je vais vous proposer maintenant une séance d'hypnose qui va durer à peu près 20 minutes. Ces 20 minutes, elles sont là pour vous aider à faire sauter ces croyances, à vous faire voir les choses en plus grand et à mettre toutes les chances de vos côtés pour que tout se réalise selon votre plan parfait. Ce sont vos pensées qui vont écrire la suite de l'histoire. Donc, c'est vous qui allez écrire votre scénario, c'est vous qui allez écrire votre partition. Et vous allez pouvoir la distribuer aux personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir vivre votre plan parfait. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'on ne pouvait pas avoir d'influence sur les gens qui nous entourent. J'étais persuadée que l'autre avait quelque chose à vivre et que c'était son expérience et que je pouvais rien y faire. Mais dès lors que ça agissait sur moi, dès lors que ça me rendait malheureuse, eh bien, je pouvais agir dessus. Si voir quelqu'un à mes côtés qui est malheureux, qui est en dépression, ça me rend malheureuse, alors je peux agir sur son scénario. Dès lors qu'un acteur est dans mon rôle, enfin dans ma scène, eh bien, je peux lui demander, à travers un scénario, de changer le scénario, de changer son rôle. Donc, vous êtes vraiment à la fois le chorégraphe, le chef d'orchestre, le réalisateur du film. C'est vous qui décidez des mouvements, c'est vous qui décidez de l'histoire, c'est vous qui décidez de la musique qui va se dérouler. Vous pouvez avoir de l'impact sur tout ça pour dérouler votre plan parfait. Donc pour la séance d'hypnose, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Voilà, vous pouvez vous allonger, vous pouvez rester assise mais plutôt avec la tête soutenue et vous allez pouvoir simplement fermer les yeux. Je vous souhaite une belle séance et je vous souhaite d'écrire de beaux scénarios. Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes conscience de ta capacité à réécrire ton scénario de vie, du pouvoir de tes pensées sur ce que tu vis. Et pour prendre conscience des choses, c'est important d'aller chercher ces choses dans l'inconscient. Un peu comme si tu devais ouvrir la boîte pour prendre conscience de ce qui se trouve dedans. Je ne sais pas si tu te souviens avoir inventé des scénarios quand tu étais enfant, avec les personnages avec lesquels tu jouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un scénariste extraordinaire à l'intérieur de toi. Il est capable de piocher dans tout ce qu'il a vu, lu, entendu, ressenti, afin de créer le meilleur scénario possible. Seulement, je dois t'avouer quelque chose. Parmi toutes ces malles d'inspiration,
que ce soit des choses que tu as vues en voyage ou dans les livres, il y a des mâles remplis de croyances dont tu n'as même pas conscience, des programmes qui se lancent à ton insu, comme des feux d'artifice que tu n'as pas allumés. Et même si c'est joli, il y a une partie de toi consciente qui est en train de m'écouter pour supprimer ces mâles de l'imitation. Elles sont remplies d'obligations, de souffrances, de mérites, d'efforts et de problèmes. Et je me disais que tes prochains scénarios pourraient s'en passer. Si tu éliminais toutes ces mâles de croyances, tes scénarios ne pourraient s'inspirer que du positif. Et c'est la raison pour laquelle chaque histoire aura comme bénéfice premier de vivre pleinement ton scénario parfait. Et quand je dis parfait, je ne parle pas de perfection. Je parle d'idéal pour toi, parce que chacun a un scénario idéal différent. Notre singularité détermine cet idéal. Et je ne sais pas à quel moment tu vas te sentir entrer en hypnose. Comme si tu entrais dans un nouveau pays, une sorte de monde extraordinaire, avec un grand portail en fer ouvert, sur lequel on pourrait lire « Pays de l'hypnose », un endroit où l'imagination et la réalité n'ont pas de frontières. Elles cohabitent, comme si elles parlaient la même langue. Et je ne sais pas si leur différence de culture leur permet de se ressembler, au point de ne plus savoir. Parce que parfois, quand la confusion s'invite dans une séance d'hypnose, cela permet d'accéder plus facilement à la salle des programmations. Un peu comme la salle des coffres dans une banque. Le code pour y entrer est l'absence de logique, ce qui va permettre de subtiliser les anciens programmes pour te reprogrammer au positif. Exactement comme lorsque la veille et le lendemain se donnent la main autour d'aujourd'hui. Et si par moments une partie de toi se laisse bercer par mes histoires, c'est parfait. Je ne sais pas si tu connais la légende des 5 mondes qui se superposaient dans un seul et même château. Il faut dire qu'il abritait 5 personnes et que chacune, par sa différence significative, vivait dans un monde très différent, bien que sous le même toit. Par exemple, la fille Augustine vivait dans un monde féerique, fait de lutins et d'elfes, alors que son père, très cartésien, vivait dans un monde logique. Et pourtant, chacun avait un rôle à jouer dans le monde de l'autre. Par exemple, quand le père entrait dans la chambre de sa fille, Augustine voyait en lui le roi des 5 saisons. Et quand Augustine allait parler à son père dans ce bureau, il voyait une petite fille qui avait, logiquement, besoin de son père. 5 saisons dans un monde féerique, un rôle de père habituel dans un monde logique. Mais le plus étrange, c'est quand les mondes d'Augustine et de son frère Léon se superposaient. Augustine devenait la parfaite enquiquineuse pour le monde injuste de son frère, et Léon devenait le parfait chevalier torturé pour son monde de fées. Chacun acceptait de jouer dans le scénario de l'autre. Mais voilà qu'un jour, Léon fit entrer dans son monde un nouveau personnage, sa fée, ou plutôt son amoureuse, qui le fit beaucoup réfléchir à ses croyances envers la vie. Elle lui dit « Et si la vie était plus juste que ce que tu crois? Si ta sœur cherchait juste à jouer avec toi, parce qu'elle t'aime ?» Ces simples suppositions eurent l'effet d'un glissement de terrain dans le scénario de Léon. Et il comprit que peut-être en voyant les choses autrement, sa sœur pourrait changer. Voilà comment elle devint la parfaite petite sœur aimante, dans un monde chaque jour un peu plus juste, et Léon devint un chevalier plus épanoui dans son monde de fées. Je crois savoir que parfois, certains chevaliers ou enquiquineuses n'acceptent pas de changer l'histoire. Alors les mondes cessent de se superposer. Mais tant qu'ils se superposent, et que chacun a un rôle à jouer dans le monde de l'autre, c'est qu'il a accepté de le faire. On ne peut entrer dans le monde de l'autre que si on est d'accord. Et je ne sais pas si tu pourrais imaginer que chaque personne que tu connais vit dans son monde
et que son monde se superpose avec le tien. Tant que vous vous côtoyez, c'est que chacun accepte de jouer le scénario de l'autre dans son monde. Et je ne sais pas quel nouveau scénario tu pourrais distribuer aux acteurs de ton monde. Dans ce village, on racontait la même histoire à tous les enfants. C'était une histoire qui déposait en eux des croyances positives sur le bonheur. On ne cherchait pas à les rendre forts, car la vie serait douce. On voulait juste leur donner une vision optimiste de la vie. On savait que plus l'enfant entendait que la vie était belle, plus elle le serait. Il se programmait ainsi à vivre de belles choses, à faire de belles rencontres, à vivre une belle histoire d'amour. Dans ces scénarios, l'enfant n'envisageait que ce qu'il connaissait, que ce qu'on lui avait inculqué. Un jour, un des enfants du village décida d'aller vivre une belle aventure, alors qu'il devait avoir 13 ou 14 ans, et il emprunta un beau chemin qui menait au village voisin. Dans ce village-là, les enfants n'avaient pas entendu la même histoire, et il découvrit l'un d'entre eux en train de pleurer. C'est la première fois qu'il entendait ce bruit. Il n'en revenait pas de voir de l'eau sortir de ses yeux. Il ne savait pas quoi faire. Applaudir pour ce tour de magie incroyable ou s'enfuir en courant. Lui, il ne savait pas ce que c'était la tristesse, parce qu'il avait tellement l'habitude de créer le meilleur dans sa vie que la tristesse en était absente, tout comme la colère d'ailleurs, parce que tout ce qu'il créait était bon pour lui. Il était créateur de tout et il était reconnaissant envers ses pensées. Dans son village, on ne priait aucun dieu, mais il y avait partout devant les maisons des habitants des sortes d'autels. C'était pour remercier les pensées de chacun. On leur offrait de belles choses comme des dessins ou des chants, des danses ou des silences, pour les remercier d'exaucer d'aussi beaux souhaits. Dans son village, on savait que le meilleur poussait mieux dans les terres de positivité. Alors il se dit que peut-être il pourrait aller raconter son histoire dans les villages d'à côté, que peut-être juste en entendant une autre possibilité, les autres changeraient leurs pensées. Et je ne sais pas ce qu'il se passerait dans ta vie, si là, maintenant, tu entendais cette histoire. Et si elle révolutionnait ton système de pensée pour créer le meilleur. D'ailleurs, dans cette nouvelle histoire qui est pourtant ancienne, j'aimerais te parler d'une famille anglo-saxonne qui avait une manière très spéciale de fêter Halloween. Pour eux, il était hors de question de mettre des têtes de mort ou des zombies comme décoration. Pour eux, c'était important de voir la mort comme quelque chose d'inverse à la peur. C'est la raison pour laquelle les décorations étaient moelleuses. Et quand les enfants sonnaient à la porte pour un bonbon ou un sort, les membres de la famille répondaient, ni l'un ni l'autre. Ici, nous n'avons que des compliments à donner. Et voilà comment les déguisés repartaient avec un compliment pour lui et un autre à distribuer. Ce qui les faisait beaucoup réfléchir, ils n'avaient qu'un compliment, à qui allaient-ils le donner? Quelques jours après la collecte de bonbons, après une mûre réflexion, ils allaient voir la personne qu'ils avaient choisie pour lui offrir le compliment. Et là-bas, même s'ils ne connaissaient pas la fable du corbeau et du renard, ils avaient à peu près l'équivalent pour leur faire croire qu'il fallait se méfier des compliments. Heureusement, une séance d'hypnose plus tard, ils supprimaient ces vieilles programmations transmises par fables et dictons. Et je ne sais pas quel compliment tu aimerais recevoir, et qui te permettrait de te sentir bien. Moi, pendant un temps, j'aimais entendre que j'étais courageuse, jusqu'à ce que j'arrête de croire que la vie était un combat. Aujourd'hui, le plus beau compliment qui me touche, c'est « elle est amour ». Et cela m'amène à te raconter maintenant l'histoire d'un rêve qui avait fait son nid à l'intérieur d'une main humaine, une main gauche qui était pourtant très adroite. Ce rêve était celui d'écrire un chef-d'œuvre, ou plus exactement un livre, qui toucherait au plus profond le cœur de chaque humain, pour qu'il ait envie de donner la main à son voisin. C'était un livre qui se voulait humain, bien qu'il n'ait ni pied ni main. Il avait pour objectif de réunir les gens, de les aider à penser autrement, un peu comme lorsqu'une partie de soi ne sait pas encore que c'est possible. Et donc ce livre avait une volonté, celle de libérer les lecteurs de leur lecture passée,
car l'auteur avait bien remarqué que certains livres rendaient prisonnier. Par exemple, si une personne lisait 2 fois de suite un roman policier qui lui déplaisait, elle fabriquait une généralité. Je n'aime pas les romans policiers, ils sont tous pareils. Pourtant, peut-être qu'en lisant le roman policier qui permettait de retrouver les parents d'un orphelin, elle aurait été touchée, elle aurait aimé. Donc ce livre permettait d'arrêter de croire à l'uniformité. Il mettait en valeur les nuances de la vie, d'écriture, d'être, et surtout, il permettait de supprimer les retours en arrière. Tu sais, ce que font ces personnages qui régulièrement font des bonds dans le temps pour reprendre leur rôle d'enfant, celui qui subit. Donc ce livre permettait de tourner définitivement la page du passé, comme si le cabanon au fond du jardin dans lequel on se réfugiait pour ressasser avait été démonté, laissant place à un coin de jardin idéal pour y déposer une balancelle. Tu sais, ce genre d'endroit où tu pourrais t'installer pour laisser le présent te bercer, comme s'il avait beaucoup plus de choses à t'apporter en t'offrant de l'inédit. Un scénario dont tes pensées présentes seraient les seules à décider. Et je ne sais pas ce que tu écrirais si tu te sentais que quelque chose en toi est en train de se créer, qui est de l'ordre du merveilleux. Ce que je sais, c'est que tu pourrais t'autoriser à vivre le meilleur des scénarios dans le présent. Et si je te parlais de cet enfant qui, devant la tour Eiffel, avait dit à son professeur « Elle est toute petite en fait ». Et le professeur lui avait précisé qu'elle mesurait tout de même 324 mètres. Et l'enfant avait répliqué « Moi j'ai vu une tour à Dubaï qui fait plus de 800 mètres ». Et le professeur n'avait rien dit. C'est vrai que 300 par rapport à 800, c'était petit. Cet enfant, depuis le début de l'année, l'avait surpris. Il avait une culture incroyable. Et quand on lui demandait comment il savait tout ça, il répondait « Parce qu'avec mes parents, on adore voyager. Chaque année, ils me laissent choisir la destination. Et je choisis toujours là où il y a les plus grandes choses à voir. Les plus grandes chutes d'eau, les plus grands éléphants, les plus grands canyons. Et pourquoi est-ce que tu veux voir les plus grandes choses ? Bien, parce que je veux devenir un grand homme. Et pourquoi veux-tu devenir un grand homme ? Bien, parce que je veux faire de grandes et belles choses pour changer le monde. Moi aussi, je veux être une grande femme, avait dit Marie. Et je ne sais pas si tu es de ceux qui ne pensaient pas en grand, mais tu as la possibilité à cet instant de t'autoriser à voir les choses en grand, de t'autoriser à vouloir mieux, à vouloir t'épanouir, t'expanser, te déployer, évoluer. Un des besoins fondamentaux du bonheur, c'est justement de continuer à évoluer. Cela d'ailleurs me rappelle l'histoire, qui n'a rien à voir, de cette petite fille qui jouait au docteur avec toutes ses poupées et peluches. Dans sa chambre, elle avait installé plein de lits d'hôpitaux, avec des boîtes de céréales vides qu'elle avait recouvertes de feuilles blanches. Elle aimait ça, prendre soin des autres. Et parfois, elle faisait même des opérations très délicates. Elle ouvrait le ventre de ses nounours pour aller réparer leur cœur. Elle y déposait un joli cœur en pâte à sel qu'elle avait fabriqué et peint en rouge. Et elle refermait l'opéré avec du fil et une aiguille. Elle avait une patience incroyable, et plus elle prenait son temps, plus elle était précise, et plus la cicatrice était à peine visible. Tout le monde la destinait au métier de médecin. Et un jour, alors que des invités étaient à table avec eux, on lui demanda « Tu veux faire quoi plus tard ?» Et à la surprise de tous, elle répondit « Chef d'histoire ». « Chef d'histoire, comment ça ?» Eh bien, pendant longtemps, j'ai joué au docteur et toutes mes peluches et mes poupées tombaient malades pour me faire plaisir. Elles jouaient à aller mal et moi je jouais à les guérir. Mais je préférerais changer d'histoire. Je préférerais que mes poupées et les autres jouent à aller bien. Je me dis que je pourrais écrire plein d'autres histoires et les gens joueraient avec moi à ces histoires. Des histoires joyeuses, heureuses, merveilleuses. Des histoires où tout le monde va bien. Vous voulez jouer à aller bien avec moi ? Et c'est ainsi que cette ex-petite fille, un jour, utilisa des histoires pour permettre aux autres d'aller bien. Un peu comme je l'ai fait avec toi, en te racontant mes histoires. Alors envisage maintenant que tu déchires les pages de tes vieux scénarios,
Tu prends un cahier tout neuf et tu écris le scénario et les dialogues de ce que tu souhaites vivre à partir de maintenant. Tu peux imaginer avec tes sens préférés les scènes, les dialogues, les gros plans sur les bonheurs. Projette-toi avec les acteurs et les bonnes surprises. Parce qu'à partir de maintenant, tu écris ton scénario idéal de vie et tu le distribues à tous tes acteurs pour qu'ils le jouent avec toi selon ton plan parfait. Sois également prêt à recevoir des surprises encore plus grandes que tu les avais écrites, parce que ton grand scénariste inconscient y aura également mis sa patte. Imagine-toi d'ici quelque temps, heureux de constater que les acteurs de ta vie ont accepté de jouer ton scénario idéal, parce que tu as décidé d'avoir des croyances positives les concernant. Vois à quel point tu es épanoui. Ressens le bonheur de voir que la vie peut être facile, simple, douce, aimante, épanouissante. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et tu vas pouvoir en douceur revenir à la réalité, en sachant que ton inconscient va faire ce qu'il y a à faire pour que tes scénarios les meilleurs voient le jour. Tu vas devenir la personne qui concrétise ses pensées, qui réalise ses rêves. Tu vas penser positif et ce positif se produira dans ta vie. Et toutes les parties de toi vont pouvoir se retrouver facilement avec toute la douceur nécessaire à ton bonheur. Et quand tu le souhaiteras à ton rythme, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement pour jouer les meilleurs scénarios. Je te souhaite beaucoup de bonheur.